bien, rebonjour. Enfin, beaucoup d'entre vous étaient certainement là ce matin. Merci de nous retrouver pour continuer cette journée sur le thème de l'eau et du changement climatique. On va maintenant assister à 2 ateliers où 4 intervenants à peu près vont faire un petit exposé d'une dizaine de minutes chacune. Attention, hein, on tient aux 10 minutes. Et puis après, on garde le reste du temps pour échanger avec vous, pour que vous nous fassiez part de vos témoignages, de vos questions, pour revenir sur certains points qui ont été évoqués lors de l'atelier. Pour ce premier atelier, changement climatique et gestion quantitative, les territoires s'adaptent. On va avoir des témoignages de différents territoires, Allier-Aval, Lignon du Velay, à Lannion, des territoires en transition pour préserver la ressource. C'est Maïwen Rochard qui va commencer l'atelier. Elle est animatrice du PTGE, vous aimez bien les acronymes, hein, Projet du territoire pour la gestion de l'eau, Allier-Aval, Sage Allier-Aval. Guillaume Ponsonnaille, le directeur du SIGAL. Le SIGAL, c'est le syndicat interdépartemental de gestion de la Lannion. Émilie Darne, vous êtes animatrice au SAGE du Lignon du Velay. Et puis Sonia Siov, responsable projet innovation à l'Office international de l'eau. Voilà. On attaque avec Maïwen Rochard pour un petit exposé d'une dizaine de minutes. Vous notez les thèmes, les questions qui vous titillent et puis vous les posez à la fin des 4 exposés. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien malgré le masque? Oui. Donc, je vais vous présenter le PTGE Allier-Aval. Oui. Donc, pour commencer, il est mis en place donc, sur le territoire du SAGE Allier-Aval. Donc, pour vous décrire rapidement, pour vous situer, il s'étend donc de Vieille-Brioude au sud dans la Haute-Loire, jusqu'à la confluence entre l'Allier et la Loire au nord du territoire. Et il a une superficie de plus de 6300 km², donc on a de multiples enjeux et de multiples thématiques sur ce territoire. On a 3 régions concernées, 5 départements, donc on est vraiment sur un grand territoire pour mettre en place un PTGE. Donc ce qui a mené à l'émergence d'un PTGE sur notre territoire, c'est tout d'abord l'enjeu 2 du PAGD de notre SAGE, qui est donc gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction de l'équilibre à long terme. Donc c'est notre enjeu de gestion quantitative principal. On a également des enjeux climatiques et environnementaux avec l'axe Allier et la chaîne des puits qui sont les principales ressources en eau de notre territoire et qui sont menacées, comme beaucoup de cours d'eau et de ressources souterraines, par les effets du changement climatique. On a déjà pu observer une baisse de la disponibilité des ressources en eau et des débits plus faibles à l'étiage. On a également des parcs naturels régionaux, des sites Natura 2000 en termes de biodiversité, de préservation de l'environnement. Et on a aussi des enjeux démographiques et socio-économiques avec des pôles urbains importants comme Vichy, Clermont-Ferrand, Riom, Moulins, etc. Et un potentiel agricole assez fort avec la plaine de Limagne notamment, mais aussi des zones montagneuses avec de l'élevage. Et des enjeux industriels qui apportent aussi un fort dynamisme économique à notre territoire. Donc tout cela exerce des pressions sur la ressource et on a observé une augmentation des demandes de prélèvement et de stockage, ce qui nous a conduit donc à mener un PTGE sur notre territoire. Donc, pour resituer un petit peu rapidement, un PTGE est encadré par l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019. C'est un outil de gestion quantitative de la ressource en eau, dont le but est de co-construire un programme d'action pour aboutir ensemble à un équilibre entre les usages entre les besoins et les ressources en eau, en anticipant et s'adaptant au changement climatique et donc en ayant bien en tête de préserver la fonctionnalité des milieux et on a également un axe de préservation des activités économiques et du dynamisme du territoire.
Donc, en ce qui concerne le PTGE Allier Aval, il est piloté par le SAGE Allier Aval, appuyé par les services de l'État et porté donc par, à travers sa structure porteuse, du coup, l'établissement public Loire, qui fournit les moyens techniques et d'animation nécessaires à sa mise en œuvre. Donc, l'instruction du gouvernement prévoit 2 grandes phases pour mettre en place le PTGE. On a d'abord une phase d'élaboration qui est censée durer 3 ans. Donc, dans le cadre du PTGE Allier Aval, on l'a identifié sur la période d'octobre 2020 à septembre 2023. Et une phase de mise en œuvre qui est censée être donc la mise en œuvre des actions pour 6 à 12 ans. Donc, pour la phase d'élaboration, c'est la phase dans laquelle on est actuellement. On a identifié tout d'abord de faire un diagnostic du territoire, ensuite de définir les volumes prélevables par usager et par entité hydrologique cohérente. Ensuite, on élaborera les programmes d'action par co-construction et on fera une analyse économique et financière de ces programmes pour choisir au final celui qui sera le plus pertinent d'un point de vue collectif. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit, on est au diagnostic de territoire. On l'a commencé donc en octobre 2020. On a élaboré la gouvernance et notamment le comité de pilotage, les différentes phases de validation et la méthodologie qu'on mettra en œuvre. Ça n'a pas encore été validé complètement. Et on a notamment identifié de s'appuyer du coup sur l'étude HMUC qui est menée depuis 2019 sur le SAGE Allier Aval et sur le SAGE du Haut-Allier, qui est donc un territoire sous notre SAGE. Donc, une étude HMUC, c'est une étude hydrologie, milieu, usage, climat. Et c'est à travers cette étude qu'on prend en compte le changement climatique et qu'on va essayer de trouver des stratégies d'adaptation à ce changement climatique. Donc, dans le diagnostic du coup du PTGE, on va inclure l'étude HMUC qui comprend une phase de diagnostic d'adéquation de besoins et de ressources actuelles et à venir avec une phase d'analyse prospective par le biais aussi d'un état des lieux économique et aménagement. On va consulter les acteurs pour essayer d'anticiper en fait leurs besoins à venir, ce qu'ils identifient comme évolution de leurs usages aussi pour le futur, avec les effets potentiels du changement climatique. Dans un deuxième temps, donc le bureau d'études qui mène donc l'étude HMUC proposera des volumes prélevables et des débits objectifs d'étiage qui seront ensuite discutés avec les acteurs du territoire pour définir des volumes prélevables à 10 et 30 ans. Enfin, pardon, les estimations seront faites à 10 et 30 ans par le bureau d'études et on définira ensuite des volumes prélevables par usage et par entité hydrologique cohérente avec les acteurs du territoire. Et donc, en étape suivante, on a la définition du programme d'action qui doit inclure donc un volet de sobriété des usages et d'optimisation de la gestion de l'eau, des solutions dites sans regret, c'est-à-dire qu'elles vont être bénéficiaires quelle que soit l'ampleur du changement climatique. On doit favoriser les possibilités en termes de multi-usage, favoriser les solutions fondées sur la nature et décloisonner les approches, notamment à l'aménagement du territoire et aux acteurs de l'urbanisme. Et donc, en dernière étape, comme j'ai dit tout à l'heure, on procédera à une analyse économique des différents programmes d'action qui seront proposés. Donc, une analyse économique, ça veut dire qu'on va essayer de voir du point de vue de la collectivité quel programme d'action sera le plus pertinent. Et une analyse financière, c'est-à-dire action par action, on va essayer de voir lesquelles sont rentables, pérennes pour les financeurs et les bénéficiaires. Donc le programme d'action choisi au final devra être profitable à l'intérêt général et aux bénéficiaires. Et ensuite viendra la phase donc, de mise en œuvre. Donc pour conclure, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, on est donc seulement à 1 an d'élaboration pour le moment, donc on n'a pas encore beaucoup de recul pour déjà identifier, on va dire, des points forts et des points faibles, mais on a déjà quelques
éléments. En termes de points forts, pour relier avec le changement climatique, on sent bien qu'il est perçu par les acteurs et redouté. Et le PTGE est quand même perçu comme un outil assez efficace pour essayer de mieux gérer la ressource en eau et le partage de la ressource. Et donc, les acteurs veulent s'investir dans ce projet. Ensuite, le fait qu'on s'appuie sur un SAGE permet d'avoir des réseaux d'acteurs existants et des instances existantes. Et enfin, le décloisonnement aux acteurs, notamment de l'aménagement et de l'urbanisme, permet d'avoir un dialogue avec des acteurs qui se posent aussi la question dans leurs documents d'urbanisme ou à des échelles qu'on n'a pas l'habitude forcément avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler au sein des SAGE en tout cas. Ensuite, en termes de points faibles, comme dans beaucoup d'études, on a une problématique de récupération des données, notamment pour l'étude HMUC, avec des acteurs qui peuvent être réticents à partager leurs données ou alors des données inexistantes. Et enfin, une grosse problématique pour nous, c'est la taille de notre territoire, puisque je rappelle qu'il fait 6300 km². Et en fait, on a des enjeux vraiment divers avec des paysages agricoles qui vont être différents des zones urbaines, etc. Donc, on a une difficulté pour mener une concertation efficace et on a déjà envisagé de faire plusieurs programmes d'action, des programmes d'action à l'échelle de plusieurs sous-territoires pour bien prendre en compte le changement climatique et la gestion de l'eau. Merci. Merci et bravo. Alors, on va passer d'un territoire à un autre avec cette fois-ci Émilie Darn qui va évoquer le SAGE du Lignon du Velay. Oui. Bonjour. Et donc, le temps des questions, je le dis, hein, je le répète, c'est après le 4e exposé. D'accord. Juste pour passer les lignes. Ah, on va vous faire passer la télécommande, ce sera plus simple. Merci. C'est comme ça. Du coup, c'est pas dans l'ordre des présentations. Est-ce que vous pouvez présenter la... Non. Ouais, disons que comme je présentais un SAGE et que c'était un petit peu lié, enfin, ça aurait pu. Voilà. Mais est-ce qu'à l'informatique, on peut inverser les deux présentations ? Ça y est, je vois mon nom, donc j'imagine c'est à mon tour. Donc voilà, donc moi je suis aussi animatrice d'un SAGE, le SAGE donc chez Madame Aménagement de Gestion des Eaux sur le Lignon du Velay, et donc je travaille pour l'EPAGE Loire-Lignon, qui est une structure assez récente qui date de début 2020. Donc EPAGE, c'est Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, et donc on intervient sur le haut bassin de la Loire depuis ses sources en Ardèche jusqu'à peu près l'entrée dans le barrage de Grandjean, si ça vous dit quelque chose. Le SAGE, par contre, c'est vraiment le bassin versant du Lignon du Velay dans son intégralité, qui est un affluent rive droite de la Loire, donc qui conflue entre Le Puy et Saint-Étienne, on va dire, au niveau de Monistrol-sur-Loire, qui vient donc du massif volcanique du Mézin. Et effectivement, contrairement à ma collègue, on a un SAGE plutôt petit de 700 km² avec 36 communes et 32 000 habitants. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un petit peu plus confortable en animation. J'ai l'avantage de assez bien connaître le territoire et les acteurs. Par contre, c'est un SAGE où on vient tout juste de rentrer dans la phase qu'on appelle de mise en œuvre. Vous le savez ou peut-être pas, mais un SAGE est approuvé par arrêté préfectoral, enfin interpréfectoral. À partir de ce moment-là, il a une portée réglementaire, notamment pour le volet règlement. Et donc, nous, ça vient juste de sortir, c'était cet été, le 27 juillet, son approbation. Donc, effectivement, ce n'est pas vraiment de la mise en œuvre non plus que je vais vous parler, vu qu'on commence juste. Donc, le SAGE a bien entendu plusieurs enjeux, mais bon, vu le thème d'aujourd'hui, je vais parler de ressources en eau. Qui est un enjeu fort du territoire. Et donc, on a, donc c'était en 2014-2015, mené une étude qui, à l'époque, ne s'appelait pas HMUC. C'était un peu précurseur, on va dire, même si aujourd'hui, on est en retard sur la mise en œuvre. Mais donc, on a fait notre bilan besoins-ressources, adéquation besoins-ressources.
Et on a un territoire, pour faire écho à ce qui a été dit ce matin, dans le Massif central. Et effectivement, on est loin d'être un château d'eau vu qu'on n'a pas de ressources souterraines, en fait. Donc, on est très, très dépendant de la pluviométrie et des ressources superficielles, avec beaucoup de sources captées. Donc, on les a assimilées à des ressources superficielles, vu que ce prélèvement d'eau, on le verra plus tard sur les sources, influe directement sur le débit des cours d'eau. On a quelques prises d'eau en rivière. J'ai donné des notions de volume. C'est pas, ça peut vous paraître peu, étant donné qu'on a un territoire peu peuplé. On a quand même la particularité d'avoir un grand barrage, même un complexe de barrages qui stocke beaucoup d'eau, mais qui n'est utilisé beaucoup pour l'exportation en dehors du Lignon, vu que c'est l'alimentation de Saint-Étienne Métropole, plus aussi une alimentation donc sur le territoire en Haute-Loire. C'est à peu près 400 000 habitants qui sont alimentés par ce barrage qui se trouve au sein de notre territoire. Dans les usages importants, le deuxième usage après l'AEP, c'est l'abreuvement, qui ne peut qu'être estimé vu que c'est un prélèvement diffus qui, par définition, ne se mesure pas. Mais dans le bilan besoins-ressources, on l'a pris en compte. Et du coup, nos problématiques, je vous apprends rien non plus, elles se situent pendant l'étiage. En plus, un territoire qui accueille beaucoup de monde en population estivale, beaucoup de résidences secondaires. Donc, les prélèvements qui sont faits sur nos cours d'eau influencent beaucoup par rapport au débit naturel, jusqu'à 50%. Donc, cette analyse besoins-ressources qu'on appelle aujourd'hui HMUC, étude HMUC, elle a été menée, comme je vous le dis, en 2015. Et donc, je passe très vite, mais en gros, il y a une estimation, vu que ce matin, ça a été dit, il y a des points de banque hydro qui mesurent les débits, mais principalement sur les axes principaux. Nous, on a été à une échelle très fine. Vous voyez, notre territoire de 700 km², on l'a découpé en plein de sous-bassins versants. Et on a, le bureau d'études a re-estimé les débits par des méthodes de bilan hydrologique avec tout un tas de corrélations pour valider ces données et estimer les débits caractéristiques, et notamment les débits d'étiage. En parallèle, on a fait aussi un bilan des prélèvements, bien entendu. Ceux qu'on connaît, qui sont mesurés, l'AEP, mais comme je vous l'ai dit aussi, ceux de l'abreuvement. Et donc, du coup, il y a une influence, il y a eu un taux d'impact mesuré de ces prélèvements par rapport à l'hydrologie. Je précise que donc on est bien sur les mois secs, pas sur toute l'année. Et il y a certains sous-bassins versants. Donc, quand on arrive vers le orange ou rouge, en fait, par rapport au débit naturel qu'il devrait y avoir sans prélèvement, nos prélèvements, ça enlève plus de 20 jusqu'à 50% du débit. Donc, par la suite, on s'est intéressé forcément aux besoins du milieu, avec une méthode que vous connaissez peut-être, qui est utilisée pour ce qu'on appelle les débits minimums biologiques, et en fait qui a fait un lien entre la capacité d'accueil de la rivière et le débit. Et pour prendre en compte le fait que, effectivement, un débit diminué, c'est aussi un impact sur les cours d'eau en termes d'habitat, bien entendu, mais aussi de dilution des rejets, d'augmentation des températures, parfois des altérations morphologiques. Et donc, on en a pris en compte dans les stratégies qui vont arriver derrière pour calculer, tout comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, soit les débits d'objectifs d'étiage, puis les volumes maximum prélevables. Bien entendu, à cette étape-là, on a aussi pris en compte le fait que cette ressource allait évoluer en fonction des changements climatiques, avec des données qui ont été présentées ce matin de Explore 2070 pour considérer, alors à l'échelle proche, vu qu'on réfléchissait à notre SAGE, c'était pour dans 10 ans, 2030, on perdait 10% de plus sur le débit minimum d'étiage sévère, donc ça a été pris en compte. Et tout ça pour traduire un volume maximum prélevable, pour améliorer à la fois le fonctionnement des milieux, anticiper l'avenir et ce changement climatique, mais aussi l'évolution des besoins, bien sûr. Il y a eu aussi des scénarios tendanciels sur l'évolution des usages. Et donc, après, mettre en évidence les territoires sur lesquels on a une marge de manœuvre en termes de prélèvement ou sur lesquels on est déjà limité. Et qu'est-ce que ça peut impliquer sur les usages.
Du coup, bon, je passe les détails, mais plusieurs types de stratégies ont été proposées avec plusieurs volumes. Et puis, il y a eu des compromis, des échanges avec la commission locale de l'eau. Et on se retrouve effectivement en tenant compte de tous ces enjeux sur des secteurs où il faudrait réduire sur les 3 mois d'étiage le volume qui est actuellement prélevé pour que le milieu puisse être mieux fonctionnel. Par ailleurs, c'est vrai que dans le SAGE, on en a parlé, hein, on vise aussi donc la fonctionnalité des milieux, des zones humides, etc., d'autres points comme les haies, les ripisylves, en misant sur le fait qu'un milieu résilient sera mieux à même d'accepter ces impacts. Mais effectivement, sur les prélèvements, il y aura aussi quelque chose à faire. Et on a été jusqu'à le traduire dans le plan d'aménagement de gestion durable du SAGE, mais aussi dans son règlement. Je ne sais pas si vous le savez, mais les SAGE ont une portée réglementaire. Et donc, il y a une des règles qui concerne le fait de fixer ces volumes. Voilà, donc dans les volumes fixés, on a voulu à la fois sur les secteurs en situation à peu près préservée, où l'impact des prélèvements était pas trop impactant sur le fonctionnement des milieux, préserver cette situation. Et pour les autres, eh ben, il fallait se donner le temps, et ça va être tout le rôle de l'animation du SAGE, de trouver les moyens de baisser ces volumes et d'atteindre les objectifs qui sont quand même fixés dans le PAGD. Du coup, on a une règle avec des bassins où on peut encore augmenter les prélèvements. On a un peu fixé la marge haute, c'est le garde-fou pour ne pas basculer en rouge ou orange. Et d'autres bassins qui vont être des bassins prioritaires sur lesquels va se porter l'animation sur cette thématique, où il faut vraiment réfléchir aux solutions pour baisser nos prélèvements. Il y a certains secteurs en plus, pour eux-mêmes, ils ont constaté en termes de leur alimentation en eau que parfois c'est critique. Donc là, il y a une stratégie à mettre en œuvre, et ces sous-bassins vont être aussi priorisés pour d'autres actions qui permettent d'une manière générale d'améliorer la situation quantitative, comme tout ce qui va être les actions de restauration des zones humides et toutes les actions économie d'eau notamment. Ça sera les secteurs prioritaires pour l'animation de ces thèmes-là. Donc j'ai été un peu vite, mais voilà. Donc pour la conclusion au niveau de cette étude, c'est vrai que ça nous a apporté des connaissances qu'on n'avait pas, des ressources disponibles. Comme je vous ai dit, que seuls quelques points étaient mesurés. Donc là, on a pu estimer plus finement et surtout le sectoriser, nos ressources et les prélèvements. C'est vrai que les prélèvements, je l'évoque aussi dans les difficultés. C'est pas une donnée si facile à connaître parce que, enfin, on peut l'obtenir, mais des fois, c'est pas complètement mesuré au moment du prélèvement, mais au moment de la facturation. Et en plus, la difficulté que nous on a, c'est qu'on veut pas le prélèvement au siège du syndicat d'eau ou de la commune. On veut savoir le prélèvement sur telle source ou telle source pour l'attribuer à un sous-bassin. Et c'est vrai que c'est quand même pas un exercice facile, mais ça nous a permis d'avoir une première base de connaissances et d'aller jusqu'à ces règles de gestion quantitative. On a du coup quand même un accord commun autour de ce thème débit d'étiage qui est un des principaux enjeux du bassin. Et du coup, pour juger de futurs prélèvements dans la règle, vu que bon, il y a déjà une loi sur l'eau qui encadre les prélèvements, le SAGE, sa plus-value, c'est d'apporter cette vision d'impact cumulé et de vision à l'échelle de sous-bassin, au lieu de regarder juste au point X, ce prélèvement, il est autorisable ou pas par rapport au dixième du module. On prend en compte de tout le reste qui est en amont notamment. Après, comme je vous l'ai dit, on va juste commencer la mise en œuvre et du coup, je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas non plus été des plus simples d'arriver à intégrer ça dans le plan de gestion du SAGE. Il y a quand même des réticences d'une manière générale sur le fait d'utiliser le volet réglementaire du SAGE. Cette notion de connaissance, il y a aussi des fois des prélèvements privés qui ne sont pas connus des services administratifs. Ça dépend des seuils de volume, etc. Et il y a encore des craintes sur cette règle, qu'elle soit peut-être mal comprise et que ça génère une sorte de crainte d'inégalité territoriale. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas sur le territoire allié Loire-Amont, c'est un petit peu, on est dans les 2 premiers sages avec la Lannion à avoir porté jusque
jusqu'au règlement, cette gestion quantitative. On voit que les autres prennent le pas maintenant avec les études HMUC. Alors, c'est peut-être aussi la nouveauté qui fait peur. Donc, on verra comment on s'en sort dans la mise en œuvre. Mais voilà, on avait commencé ce travail dès 2015, on l'a mis au bout et finalement, on voit, vu les tendances d'aujourd'hui, qu'on a bien fait, que c'est quand même une thématique qui pose effectivement problème. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Vous prenez le relais ? Oui. Je pense qu'elle peut bouger, ça ne gêne pas la personne qui filme, je ne pense pas. Non, vous pouvez y aller. Sonia Siov, donc responsable projet innovation à l'Office international de l'eau. Oui, n'hésitez pas à me couper si je... D'accord. Alors, merci pour l'invitation de la part des organisateurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet européen du programme LIFE Environnement, spécifique sur le thème du climat et de la gouvernance, qui est coordonné. Hop, je vais directement passer aux chiffres clés. Voilà. Coordonné par l'OIO, c'est pour ça que c'est moi qui le présente, mais on est 14 partenaires, 5 partenaires dits techniques scientifiques qui sont donc l'OIO, Actera, un bureau d'études spécialisé dans l'adaptation au changement climatique, Hydreos, qui est un des pôles de compétitivité français sur l'eau, qui est actuellement la présidence de France Water Team, la fédération des pôles, pour tout ce qui est réseautage en France et transfert de ce qu'on va faire. INRAE, notamment par mon collègue Jean-Philippe Vidal, que vous avez entendu ce matin, et Météo France pour tout ce qui est accès aux données. Et on a aussi donc 9 partenariats territoriaux. Je ne vais pas tous les lire, mais vous avez reconnu les pages Loire-Lignon et aussi le PTB Loire, qui sont présents aujourd'hui. Donc, en quelques chiffres, le projet va durer 4 ans. Il a commencé le 1er septembre dernier. Donc, c'est vraiment un cofinancement de la Commission européenne et aussi un cofinancement de l'ensemble des agences de l'eau pour les partenaires étant sur leur territoire. Hop, voilà. Un point important pour les partenaires territoriaux, parce que je pense que la question va venir, donc je réponds directement. Vous voyez qu'en fait, ce sont tous les 9 partenaires territoriaux des structures porteuses de sages, de 1 à plusieurs sages, selon leur taille, et 21 des sages que ces 9 partenaires portent participent à des actions de démonstration dans le projet. Donc vous voyez, on a fait une carte représentant les territoires, donc ce n'est pas un choix géographique, politique qu'on aurait pu faire. C'est en fait, les 9 partenaires sont issus d'un appel à manifestation d'intérêt que l'on a fait l'OIO en 2018 lors des journées techniques des sages. Voilà, c'est pour vous dire comment ont été choisis ces 21 sages. Donc le point fort en fait de cette pluralité de partenaires, c'est qu'ils ont différentes échelles, portent différents sages et du coup ont aussi une maturité différente en termes d'adaptation au changement climatique. Donc on a vraiment basé beaucoup d'actions du projet sur l'échange entre pairs justement en adaptation pour que certains bénéficient en fait de l'expérience d'autres, appuyés par 5 partenaires scientifiques techniques, avec un échange, vous verrez, nécessaire entre gestionnaires et chercheurs, qui est un des pôles, en fait, une des grandes actions phares du projet. Donc maintenant, concrètement, voilà. Les objectifs du projet, c'est vraiment aider les acteurs de la gestion locale et opérationnelle des ressources en eau. Donc on est vraiment à l'échelle du sage et des clés. Notre objectif, c'est vraiment d'aider ces acteurs à avoir des outils et des guides pour connaître les actuels et futurs impacts du changement climatique sur leurs ressources, diagnostiquer leur vulnérabilité et pouvoir utiliser ces données pour développer des plans d'adaptation vraiment adaptés à leur territoire et à leurs problématiques. Donc il y a différentes actions. En fait, je ne vais pas en parler, désolée. Finalement, j'ai décidé, vu le temps limité, que j'en parlerai sur la slide d'après. Mais enfin, tout va y être. Bon. Ça, voilà, pour ceux qui connaissent les projets européens, c'est classique. Mais globalement, juste pour vous dire, en haut en vert, c'était une action sur la mise en commun, justement, des différentes expériences des partenaires. On a fait du partage de connaissances sur ce qu'avait fait chacun en termes d'adaptation au changement climatique, que ce soit en termes de gestion de données, de production de données, que ce soit de l'observation ou de la prospective climatique ou hydrologique. On a fait un échange aussi de compétences, de connaissances sur tout ce qui était mobiliser les acteurs, sur les documents de portée à connaissance, etc. Ça, c'est fait. En bleu, c'est tout ce qui est action de suivi des impacts du projet. Donc, on va suivre les impacts, y compris environnementaux, de ce qu'on fait, mais aujourd'hui, j'en parlerai pas. Mais comme ça, si un jour vous me contactez, on pourra en parler. Ça, c'est tout ce qui est gestion du projet. Et je précise qu'on fera un plan à la fin du projet pour s'assurer que ce qu'on fait dans le temps du projet sera utile dans les 5 ans qui suivent le projet. Et donc, on a un plan d'action qui va être mis pour s'assurer que ce qu'on aura produit
soit accessible et utile à tous les acteurs. Les actions en rouge, on va dire, c'est tout ce qui est communication et réseautage auprès des acteurs, encore une fois, pour communiquer sur ce qu'on fait, que ça ne soit pas utile qu'aux 14 partenaires du projet. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je pense qu'il vous intéresse, c'est les actions bleues, les actions de mise en œuvre. Donc, on a 4 grandes actions, 1, 2, 3, 4, qui sont 1 sur le développement d'outils pour les acteurs, 2 outils. Un outil, et c'est Actera qui mène cette action, un outil de diagnostic des vulnérabilités d'un territoire. C'est un guide papier, un pas à pas. Il est quasiment fini, on a prévu de le finir en fin de cette année. Le deuxième outil, c'est un outil, en fait, toujours par Actera, qui est basé sur la série d'outils TACT, pour ceux qui connaissent de l'ADEME, donc les trajectoires d'adaptation. Le but, c'est d'aider vraiment chaque territoire, sur la base du résultat de l'outil diagnostic ou d'autres études diagnostiques, peu importe, de vraiment créer des arbres, on va dire, à problèmes et des arbres à solutions pour amener à la rédaction d'un plan de mesure adapté aux problématiques locales. Ce deuxième outil, ce sera un outil web qui sera intégré au site Gesto, pour ceux qui connaissent, qui est l'outil, en fait, le site internet pour les acteurs de SAGE et de contrats de rivière, et qui sera accompagné d'un guide papier, bien sûr. Ces 2 outils seront finalisés fin de cette année, voire début d'année prochaine, parce que bon, comme dans tout projet, il y a des petits glissements de planning, et ils sont testés toute l'année prochaine sur 3 territoires appartenant au projet, voire sur d'autres SAGE qui nous ont contactés, qui ont entendu parler de ce qu'on faisait, qui nous ont demandé s'ils pouvaient bénéficier, on va dire, des tests de l'outil. Donc c'est possible aussi. J'en parlerai un petit peu à la fin sur comment faire pour nous rejoindre un petit peu si vous voulez. Voilà. Sans financement à la clé, mais en tout cas avec de la connaissance, j'espère. L'action C2, c'est vraiment le but, c'est mobiliser les acteurs, parce que c'était un besoin qui nous a été en fait manifesté quand on a fait l'appel à intérêt en 2018, un besoin vraiment de mobiliser au sens large. Donc il y a tout un travail qui est fait en ce moment par une sociologue de l'OIO sur justement qu'est-ce qu'on entend par mobiliser. Selon le but qu'on a derrière, les objectifs, selon la cible que l'on vise, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a un livrable, un guide de recommandations pour comment mobiliser, avec des retours d'expérience qui sont en cours d'élaboration, qui sera pris en novembre. L'action C3, pour s'adapter, pour prendre en compte le changement climatique, on a besoin de données. Un des écueils qui nous a été manifesté, c'est l'accès aux données. La facilité d'accès, parce que beaucoup de données sont accessibles en fait, sont déjà publiques, mais une fois qu'on est dans le bon site, il faut savoir comprendre ce qui est mis à notre disposition et comment l'exploiter. Donc ça, c'est Météo France qui est leader de cette action. Et global, tout à l'heure j'en parle, mais en fait, une des grandes actions qu'ils font, c'est de développer, pour ceux qui connaissent le portail DRIAS, qui existe déjà, les futurs du climat, dedans vous avez des données hydrologiques et des données climatiques. Et en fait, pour faciliter l'accès aux gestionnaires de l'eau aux données uniquement hydrologiques, quand ils les cherchent, il y a le portail DRIAS Eau qui vient juste d'être créé, qui a été mis en ligne là, tout récemment, et qui moissonnera les données de la base DRIAS pour l'hydrologie, et DRIAS restera que pour le climat et DRIAS Eau pour tout ce qui est hydrologie, à partir de maintenant. L'action C4, c'est renforcer les échanges gestionnaires-chercheurs. Donc là, c'est INRAE qui en est le leader. Il y a beaucoup d'actions dans cette action qui sont notamment de la médiation scientifique. Actuellement, il y a un compendium de 25 projets de recherche d'adaptation locale au changement climatique qui est en cours de finalisation. Il y a un livre blanc sur les conditions de modélisation à l'échelle locale, justement, qui va être produit début d'année prochaine, pour savoir quelles données utiliser, comment les exploiter, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec aussi. Et si je termine sur les actions bleues, l'action C5, c'est une action qui nous on a vraiment envie de s'assurer que ce qu'on fait n'est pas juste un one-shot, voilà, du budget pour un projet qui dure 4 ans, mais qui va vraiment servir les acteurs et l'ensemble des 198 sages, je crois, aujourd'hui, qui ont été approuvés, sachant que ce nombre continue. Et donc, du coup, il y a tout un travail, notamment avec les instances françaises, qui est fait. D'ailleurs, c'est la slide juste après. Bon, j'ai mis une petite étoile pour que vous vous rappeliez. Voilà. En fait, donc on a vraiment des actions à l'échelle locale, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que vous voyez en haut, vraiment au niveau de SAGE. Ensuite, on a un groupe de travail institutionnel qui nous suit, qu'on a constitué dès le début du projet, avant qu'il commence, avec les grandes instances françaises de gestion de l'eau, qui sont listées, je ne les relis pas, qui se réunissent tous les 6 mois. D'ailleurs, on a une assemblée générale mercredi, jeudi là, du projet, et donc cette instance sera réunie aussi, à qui on présente nos résultats. On présente même, quand on est en phase d'élaborer, par exemple, les outils d'Actera, dont la première version va quasiment être finie, on les a co-construits avec tous ces acteurs pour s'assurer que ce qu'on faisait à l'échelle locale, ce qu'on allait proposer,
ne soit pas soit en cohérence avec les politiques et les actions régionales et nationales. Voilà, pour vraiment qu'il y ait une complémentarité. Ensuite, on a un travail similaire qui va être fait à partir de la fin de cette année, parce qu'on commence à avoir des résultats au niveau européen, où on va réunir un groupe d'organismes de bassins européens, notamment via le réseau international d'organismes de bassins, la branche Europe de ce réseau, pour nous assurer, pour discuter de comment ce qu'on fait, nous, vu que c'est un programme européen, financement européen mais franco-français, que ce qu'on fait pourrait leur être utile. Et là, alors, je sais, hein, comme ça... mais c'est peur. Non, mais non, projet de 4 ans, en 10 minutes, c'est pour vous dire que sous ces grandes actions bleues, chapeau, C1, C2, C3, C4, il y a tout un tas d'actions de démonstration par les différents partenaires territoriaux qui participent. Je ne vais pas tous les dire, je vous donne des exemples. Bon, déjà, j'ai déjà dit que les 2 outils de l'action C1 seraient testés chez 3 territoires, d'accord, sur le même sage ou des sages différents. Ça dépend politiquement des enjeux qu'ils avaient. Ensuite, l'action C2, mobiliser les acteurs. On a vraiment des actions différentes de mobilisation. Laquelle je peux prendre? La première, allez, parce que je viens de Limoges, le PTB Vienne. Eux, typiquement, ils sont très matures en termes d'adaptation au changement climatique, mais actuellement, là où ils ont des soucis, on va dire, le plus compliqué pour eux, c'est de passer à l'action, de faire que les acteurs... Ils sont sensibilisés, maintenant on est au courant des impacts, vraiment. On connaît les catalogues de mesures potentiellement à mettre en œuvre, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Donc eux, ils vont voir tout un travail sur créer un guide pour les comités de l'eau, mais aussi les élus, pour les inciter à passer plus à l'action. Un exemple. Mais par exemple, la Durance, eux, ils veulent travailler sur la notion, le concept d'ambassadeur climat. C'est vraiment placé pour les élus, former, les sensibiliser aux enjeux du changement climatique, à l'expliquer avec des mots clairs, simples, mais aussi très factuels, pour former aussi d'autres ambassadeurs climat, d'autres élus, pour porter, on va dire, cette parole. Ce sont 2 exemples pris au hasard, mais je vous laisse lire. Pour l'action C3, qui est accès aux données. La donnée, c'est très large, très variable. Ça peut regrouper beaucoup de types de données. Si je prends par exemple, je ne sais pas, la région Grand Est. La région Grand Est, elle a un statut particulier, ce sont eux qui portent la responsabilité du SAGE du bassin phérifère. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de problématique de gestion quantitative pour l'instant, clairement. Donc eux, ils vont travailler dans le cadre du projet sur quelles sont les données qu'on peut faire monter du citoyen. Donc ils ont déjà un observatoire citoyen, mais ils veulent un petit peu organiser tout ça pour faire la visualisation des données récupérées, la création d'indicateurs pertinents, enfin, décider ce qui peut être pertinent de faire pour vraiment créer un esprit de territoire sur cette thématique du changement climatique qui, pour l'instant, les impacte peu. Mais par exemple, on a des partenaires comme le SMEAG, la Garonne, qui veulent utiliser les données qui seront auxquelles ils vont avoir accès dans le cadre du projet pour améliorer leur tableau de bord SAGE en termes d'indicateurs. Ou la Durance, eux, tout à fait autre chose. Pour vous dire vraiment l'écart entre les actions, ils vont former une personne à utiliser des images satellitaires avec un laboratoire de recherche pour pouvoir mieux connaître les surfaces irriguées sur leur territoire. Voilà, tout ça, c'est de la donnée, mais c'est différentes actions. Et je termine par l'action C4, qui est le renforcer, vous savez, on avait dit les échanges gestionnaires-chercheurs. Il y a vraiment eu un besoin qui a émergé des gestionnaires en disant, même quand on lance des études, on a de financement un petit peu lourdes, type HMUC, type études prospectives, type PTGE, tout ça. En fait, on nous demande de faire des choix, nous, en tant que gestionnaire, de dire au bureau d'études, voilà, quel RCP vous choisissez, quel couplage de modèles régionalisés vous choisissez. Bon, ils sont pas, enfin, clairement, la plupart nous disent, mais on ne sait pas comment faire. Comment, ne serait-ce qu'écrire un cahier des charges pour faire ces études. Donc, il y a tout un échange qui est fait. Et si je donne un exemple d'études, vous voyez études HMUC, vous voyez que par exemple le SMBVLB, eux, ils ont confié au BRGM le développement d'un modèle pour modéliser le fonctionnement de plans d'eau littoraux. Il y a vraiment différentes études très variées. Et je finis par ça parce que la dernière en bas à droite, le SMEAG, eux, ils ont déjà, dans le cadre du projet PIGAR, mis en œuvre des mesures d'adaptation. D'accord ? Et là, ils lancent une étude socio-économique à travers cette action C4 pour voir l'impact de ce plan de mesures qu'ils ont mis en œuvre, voir l'impact socio-économique en fait, de ces démarches. J'ai quasiment fini. C'est bon ? Les résultats. Voilà, ça, c'est ma dernière slide. Donc globalement, j'ai résumé à peu près les grands outils qui vont être développés. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors, les 2 outils développés par Actera,
Ils sont vraiment en cours de finalisation. On a juste sur un des outils, l'outil web qui va être mis sur Gesto pour définir des trajectoires d'adaptation. Voilà, on a eu un souci avec le marché, donc il a dû être relancé, donc 2 petits mois de retard. Mais globalement, il va être fini en janvier l'an prochain. Et toute l'année 2022, c'est les tests. Donc les 3 partenaires territoriaux testent sur leur territoire, mais on a été contacté par beaucoup de sages qui commençaient à entendre parler de notre projet. Et donc on s'est mis d'accord avec Actera pour permettre à 3 à 4 sages volontaires, donc je lance l'appel parce qu'il reste des places, sur l'outil numéro 2, trajectoire d'adaptation. Parce que le premier outil, vulnérabilité, demande la collecte et la manipulation de beaucoup de données. Donc ça demanderait un accompagnement trop lourd d'Actera sur son budget projet qu'il n'a pas. Mais sachez que par exemple, le PTB Lot, le bassin du Lot, va tester l'outil en 2022 avec un financement de l'agence de l'eau à Actera et à PTB Lot. Pourtant, ils n'appartiennent pas au consortium. Donc il y a des ponts possibles assez facilement pour le deuxième outil qui est définition de plan d'adaptation, qui clairement pourrait être la dernière étape d'une étude HMUC ou PTGE, parce qu'ils se terminent tous les deux par élaboration d'un plan d'adaptation. Et ça se fait en 2022 pour avoir, on va dire, semestre 1 2023, les outils finalisés et donc diffusés à tous. Ensuite, recommandations pour la mobilisation des acteurs. Bon, première version prête en novembre. Recommandations qui ont été élaborées avec les partenaires territoriaux, qui vont être testées tout le temps du projet. Donc, il y aura une version finale qui sera faite à la fin du projet, début 2024. DRIAS, donc DRIAS O, le pendant du portail DRIAS déjà existant, donc qui donnera accès aux données hydrologiques, et a déjà été ouvert. Et c'est une version bien sûr temporaire qui pour l'instant doit être construite, ne serait-ce que tout le volet accompagnement des acteurs. Si vous connaissez le portail, il y a un volet accompagnement des acteurs très pédagogique, un volet visualisation des données, cartographique on va dire, et un volet récupération des jeux de données. Le livre blanc sur la modélisation à l'échelle locale, ce sera premier trimestre, voire semestre 2022, l'an prochain. La première version donc, d'un compendium de 25 projets de recherche pour apporter la connaissance aux partenaires sur l'adaptation locale au changement climatique est prêt, sera présenté en Assemblée générale pour nous demain. Et ensuite, sur Gesto, pour ceux qui connaissent le site, vous aurez peut-être remarqué, vous pouvez y aller, il y a une rubrique pour le projet Live qui a été créé. Tous ces résultats seront bien sûr disponibles gratuitement, c'est sur Gesto. Et l'objectif, c'est vraiment de pérenniser la rubrique sur Gesto au-delà du projet. Et donc cette rubrique deviendra une rubrique eau et changement climatique ou quelque chose comme ça à la fin du projet. Voilà. Merci beaucoup. En effet, il y a beaucoup d'éléments. Et enfin, dernière présentation avec vous, Guillaume Ponsonnaille, le directeur du syndicat interdépartemental de gestion de la Lannion. Et puis après, la parole est à vous et vous intervenez. Si, c'est bon. C'est bon. On m'entend ? Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Je vais vous faire une présentation très rapide sur un angle un petit peu différent de ce qu'on vient de voir. Sur une synthèse bibliographique, sur une question qui paraît toute bête, mais qui déjà ce matin, on a senti déjà les prémices des questionnements et des éventuelles divergences d'avis sur un sujet, qui est celui des retenues d'eau comme solution d'adaptation au changement climatique. Alors j'ai réchauffé un diaporama qu'on a passé il n'y a pas si longtemps que ça avec Lara. Donc ceux qui connaissent vont reconnaître, mais j'ai fait qu'un condensé pour tenir 10 minutes. En ultra rapide, le territoire, ça compte évidemment beaucoup pour regarder un peu le contexte. Je vous ai mis en orange le bassin versant de la Lannion, affluent de l'Allier, autour de 1000 km², majorité dans le Cantal, mais aussi une partie dans la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, moins de 20 000 habitants, donc un territoire très rural, de moyenne montagne, entre 400 et 1900 mètres d'altitude, et composé majoritairement d'agriculture et de forêt. La part urbanisée, vous le comprendrez, avec 20 000 habitants, elle représente très peu. Donc le SIGAL, c'est la structure porteuse d'un SAGE, donc le SAGE à Lannion, qui a été approuvé par arrêté interpréfectoral il y a environ 2 ans. C'est la structure porteuse d'un contrat territorial qui est l'outil de l'agence de l'eau pour avancer vers le bon état écologique des masses d'eau, d'un contrat vert et bleu qui est l'outil de la région pour restaurer les connectivités écologiques. Donc ça fait l'objet d'un seul document contractuel. On est aussi structure porteuse de site Natura 2000. Je passe sur les autres compétences à la carte. C'est juste pour vous dresser un peu le portrait très rapide. Pourquoi cette note bibliographique ? Parce qu'il y avait beaucoup de questionnements sur le territoire, mais évidemment pas que sur la Lannion. Chez nous, chez les élus,
Beaucoup d'interrogations aussi chez les usagers, des demandes récurrentes, puisqu'on est installé depuis pas mal d'années sur le territoire et on est souvent la première porte d'entrée pour des usagers, notamment agricoles, qui viennent d'abord vers nous pour avoir déjà les premières explications sur de la réglementation, sur le bien fondé de ces solutions-là, etc. Il y avait aussi un contexte d'annonce politique plus ou moins fracassante. Par exemple, les 100 retenues sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il fallait faire avant telle date, déclinées à l'échelle des départements. Donc on avait pratiquement des solutions qui précédaient les questions. On avait aussi un contexte de nouveaux élus. On sort, ça ne vous échappe pas, d'élections municipales et intercommunautaires. Et au syndicat, on a eu un très fort taux de renouvellement. On a plus de 2/3 des élus qui sont nouveaux, et notamment ceux qui sont dans l'exécutif resserré, président, vice-président. Donc on avait besoin d'un peu de pédagogie et d'éléments éclairants là-dessus. Un besoin d'objectiver, de lever la tête. On est souvent la tête dans le guidon, les agents dans ces syndicats-là. L'idée, c'était d'être capable de lever la tête, d'avoir une synthèse biblio beaucoup plus large, de ne pas se contenter d'un réflexe habituel qui est bon 9 fois sur 10 pour du technique, qui est celui du réseautage local. On s'appelle entre bassins versants assez régulièrement sur les SAG, sur les contrats. Mais là, il fallait lever la tête parce que les questions étaient beaucoup plus englobantes en termes d'emprise géographique et temporelle. Donc, un véritable état de l'art, des questionnements là-dessus. Et on voulait aussi des retours d'expérience dans des contextes comparables. Les mêmes, c'est compliqué, on ne retrouve pas 2 fois le même territoire, mais au moins des retours d'expérience dans des territoires comparables. Donc tout ça se fait théoriquement, c'est le b.a.-ba du bon fonctionnaire. Ça pourrait être même un sujet de concours pour un ingénieur territorial, sauf qu'il faut du temps. Et il y a une masse d'informations énorme. Et puis la fac, c'est loin. On n'a pas du tout les mêmes réflexes de ce qu'on avait il y avait 20 ans avec une BU qui nous offrait toute la matière sous la main. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu désemparés pour prendre le temps de réaliser ce travail-là. Et enfin, il fallait un document de synthèse accessible. Il est hors de question de rendre une synthèse biblio codifiée comme une synthèse biblio universitaire, avec quelque chose qui fait 300 ou 400 pages, écrit en Arial de 8, sans marge, etc. Enfin, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de diffusable pour nos élus, et qui puissent lire. Un élu, au-delà d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages, c'est déjà un élu qui est extrêmement motivé pour prendre connaissance d'un document. Donc, il faut vraiment avoir des choses. On est souvent dans une logique même de quasiment recto verso sur les synthèses de synthèse. Donc, il faut des choses qui vont très, très vite vers l'essentiel. Donc on a fait une commande en fait à une association que vous connaissez probablement pour certains, qui est l'association Rivière-Rhône-Alpes, qui est une association de professionnels qui regroupe donc des adhérents divers en collectivité, en administration, dans le privé, dans les bureaux d'études, etc., etc. Et donc, le cœur de métier, l'organisation de journées techniques et la mise en réseau et ponctuellement la réponse à des missions de ce type-là. Donc, c'est eux qui ont réalisé cette mission-là. Il y avait aussi une question d'objectivité. Alors dans les deux sens, je vais parler peut-être un peu de façon simple, mais on peut être catalogué syndicat de rivière parfois comme un syndicat d'écolo par certains usagers, ce que j'espère on n'est pas. Et à l'inverse, parfois on nous dit, vous, si vous êtes tout le temps en train d'interagir avec les agriculteurs, forcément vous aurez un œil, vous ne pourrez pas dire tout ce que vous voulez. Donc là au moins on ramenait un petit peu d'objectivité, on faisait faire par quelqu'un qui était externe et on n'a pratiquement pas pesé juste à la marge sur des histoires de forme de rédaction sur les résultats de la note. L'étude en elle-même, je ne vais pas la détailler, je vous donne juste 2-3 mots. Il y a à peu près 70 documents très divers, alors beaucoup évidemment liés à la recherche, il y avait des choses très, très complètes, beaucoup de choses chez les institutionnels, mais aussi on a pris le temps aussi d'étudier des docs entre guillemets militants ou très engagés, tout le temps en pondérant, en essayant de relativiser pour donner la fiabilité de la source et surtout, j'allais dire, de peser l'objectivité des sources de données. Elle a été faite par un non-spécialiste, c'est paradoxal, mais on est étonné. Quelqu'un qui est spécialiste, quand il fait des recherches sur un sujet, il aura peut-être des mots-clés tellement fins qu'il va vite s'enfermer dans des choses très spécifiques. Là, on a pris quelqu'un qui levait un peu la tête à l'ARA. Donc l'effort d'objectivité, j'en ai parlé. Donc il y a tout ce document, il comprend la synthèse des usages, des impacts connus, des incertitudes scientifiques. C'est tout bête, mais on ne le répète pas assez. Mais c'est bien de remettre aussi devant les incertitudes là-dedans. Avoir des questions, ce n'est pas un défaut. Quand quelqu'un nous pose une question, il ne faut pas répondre de façon binaire, oui ou non. On prend toujours un peu de recul quand certains, prestataires, nous disent oui, c'est comme c'est blanc ou c'est noir. C'est quand même des sujets qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Enfin, il y a ces 6 retours d'expérience, pas des fiches liées à des territoires. Bon, je les ai parmi là, vous les retrouvez. Ce que ce n'est pas, par contre, c'est une analyse économique. On nous a dit, c'est bien, avec ça, on va pouvoir voir si à tel endroit, on pourra faire une retenue, si ça vaut le coup économiquement ou pas. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est évidemment du cas par cas. Donc, il n'y a pas d'analyse économique à l'échelle station ou à l'échelle macro. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas du tout la commande. Ce n'est pas non plus une analyse juridique. En termes juridiques, il y a beaucoup de choses de fait. Il y a une synthèse, j'ai mis les références après, mais je pense que vous la connaissez tous, du ministère sur le cadre juridique pour la création de retenue qui est très bien faite. Elle sera toujours critiquable, évidemment, mais en tout cas, elle recoupe beaucoup
beaucoup de choses, puisque la création d'une retenue, ce n'est pas qu'un dossier loi sur l'eau. Il y a le côté prélèvement, il y a le côté zone humide, il peut y avoir du Natura 2000, espèces protégées, il y a de l'urbanisme, il y a du côté risque, enfin, et j'en passe. Donc il y a beaucoup de choses, c'est des choses pas si simples que ça. Donc ça fait l'objet d'un fascicule à part. Et elle est téléchargeable gratuitement, cette étude. Alors c'est affreux comme ça, parce que vous allez tous griffouiller sur votre papier en vitesse, mais j'imagine que les supports seront diffusés. Oui, je suppose qu'on peut les transmettre après par mail, si vous nous laissez vos mails, ce qui a été fait, je pense, automatiquement pour vous inscrire. Oui, donc je pense que voilà, vous pourrez avoir l'adresse. Oui, parce que dit comme ça, on dirait que je ne veux pas la donner, hein, mais oui. bon, elle est sur une plateforme Google, de toute façon, c'est tout libre de droit, évidemment. Vous pouvez prendre une photo, sinon. Oui. Je creuse pas guère plus sur les résultats, mais je vais directement dans un retour critique. C'est qu'on n'a qu'un seul document à la fin. C'est tout bête, mais la question est vraiment vaste. On l'a senti ce matin quand les questions démarraient, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais en tout cas, là, il n'y a qu'un seul document qui fait une 30aine de pages. Alors je dis un seul, entre guillemets, parce que voilà l'étude à gauche. Et en fait, pour éviter d'alourdir, on a dissocié, on a renvoyé vers deux documents qui pour nous sont centraux et sont tellement bien faits que ça ne sert à rien d'aller plus loin. En bas à droite, c'est ce fameux guide juridique du ministère. Honnêtement, une fois qu'on a lu ça sur les créations de retenue, il manque quand même pas grand-chose, si ce n'est après des déclinaisons locales qui sont citées, notamment par rapport à des contextes réglementaires de SAGE. Et enfin, il y a le document l'adaptation des pratiques culturelles au changement climatique, que vous connaissez probablement, AP3C, qui sort donc du giron agricole, le réseau des CIVAM et les chambres d'agriculture, où il y a beaucoup d'éléments sur les déclinaisons de l'impact du changement climatique et les premières pistes d'adaptation, notamment avec les volets agronomiques. Donc c'est pour ça que ça, on n'a pas voulu les insérer, et le document est relativement léger. Évidemment, alors je serais tenté de dire, on s'en doutait, mais ça pondère forcément des logiques qualifiées d'implacables. Les logiques implacables, c'est on regarde passer l'eau l'hiver alors que l'été on n'en a plus, c'est facile à arrêter. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Dès lors qu'on s'intéresse aux échelles d'espace et de temps différents, on voit que tout est emboîté, que c'est plus compliqué. Quand on vient nous voir donner une retenue à cet endroit-là, ça gêne pas? Probablement que non, si c'est fait dans les règles de l'art. Mais si ton voisin en dessous en fait une, celui d'en dessous, celui d'en dessous, celui d'en dessous, celui d'en dessous, alors voilà, comment on approche ces impacts cumulés dans l'espace et dans le temps, c'est pas très simple. Il y a évidemment beaucoup de choses liées aux logiques d'offre et de la demande. On a commencé à en parler aussi ce matin dans les débats. Il y a un schéma, là pareil, je vais pas le décrire, mais de Florence Abetz du CNRS dans ses travaux sur ces retenues-là, qui montre la boucle de rétroaction négative et le fait qu'on se rende de plus en plus dépendant à ces installations-là et à l'eau, et qu'en fait on continue à creuser le fossé, sans mauvais jeu de mots, et qu'on se rend de plus en plus sensible à une éventuelle crise, qui est très bien expliquée. Ça c'est très clair. Il y a des exemples en plus. Ça c'est pas seulement quelque chose de théorique. Je vais mettre des grands guillemets parce que j'en sors, mais ce n'est pas uniquement du travail universitaire théorique. C'est des choses appliquées. C'est des choses qui se sont passées au Brésil, c'est des choses qui se sont passées aux États-Unis, c'est des choses qui se sont passées en Espagne par endroits où finalement on crée cette offre de l'eau. Il se crée un écosystème finalement à côté, notamment agronomique, qui est différent de celui qui était là initialement, qui est encore plus dépendant. On calibre la manière dont on produit sur ce niveau d'eau qu'on a là, et puis en fait ça diminue encore. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recrée à nouveau des stockages, et le jour où il y a des grosses crises, on est encore plus vulnérable parce qu'on n'a pas su s'adapter. C'est très bien illustré. Là, je vous fais quelque chose de très rapide, mais c'est des choses qui sont illustrées très concrètement. Mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les retenues, c'est complètement dangereux dans l'espace ou dans le temps, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire non, il ne faut pas en faire du tout. C'est pas si simple que ça. Il y a des exemples où ça peut répondre partiellement et ça peut permettre, j'ai bien aimé les illustrations ce matin, de passer certaines premières marches dès lors qu'on y met les garde-fous et qu'on n'enferme pas les gens petit à petit dans des cul-de-sac. Donc la logique est probablement entre les deux. Donc il faut être un petit peu plus nuancé que ça et c'est pas très simple, notamment quand on a des gens qui vous demandent, oui d'accord, c'est bien tes travaux universitaires, mais moi c'est cet été que j'ai besoin d'eau, quoi. On conclut évidemment, je redis évidemment, moi ça me paraissait logique, mais c'est bien que ça soit réaffirmé, notamment par les enquêtes, c'est qu'il y a forcément une réflexion territoriale à avoir. Territoriale, on va parler de bassin versant, à quelle échelle c'est à déterminer, on vient de voir des exemples à l'échelle de SAGE plus ou moins grand, mais c'est quelque chose d'extrêmement important que les gens se mettent autour d'une table à une échelle d'un territoire donné. Bon, par contre, quand on a dit ça, premièrement, un seul document, oui, mais c'est pas exhaustif. Il y a forcément des biais cognitifs dans les recherches. Il y a des documents qui ne sont pas en accès libre. Vous le savez. Donc c'est pas exhaustif. Et puis surtout, il s'en produit de plus en plus. L'étude elle a montré que depuis 40 ans, on multiplie par 2 ou 3 chaque année le nombre de documents accessibles rien qu'avec le thème de retenue d'eau. Donc ça montre aussi que les questions sont de plus en plus prégnantes au sein de la société.
Et là, je viens de vous le dire, bon, il y a on pondère des logiques implacables dans les deux sens. Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, un élu, il a ça peut l'éclairer, il peut avoir une prise de hauteur, il va peut-être se poser des questions, si tant est qu'il est curieux, qu'il n'ait pas des questions auxquelles il a des réponses politiquement imposées en amont. Mais maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je glisserai bien vers la réflexion territoriale, parce que c'est tellement facile chez nous, il y a un sage approuvé, qui a une étude volume maximum prélevable, qui a réglementé donc dans la règle du sage tout ce qui approche des futurs volumes prélevables, qui aborde les périodes de prélèvement selon les époques, selon les bassins, les sous-bassins. On a vu tout à l'heure sur l'exemple précédent des tout petits bassins, donc on a des choses assez fines. Donc on a dire, le sage, il est là. Le sage, on nous en parle très régulièrement comme la clé de voûte de la politique décentralisée de l'eau à l'échelle des territoires. C'est vraiment là que tout doit se décider, etc. etc. Eh bien non, c'est pas le sage, finalement, c'est le PTGE. Le PTGE, on ne sait pas ce que c'est encore, on ne sait pas réellement la portée que ça a. C'est un nouvel outil, c'est sûr, c'est un nouveau sigle, c'est sûr aussi. Ça n'a aucune portée. C'est juste une manière de s'organiser en disant parlez-vous, on va trouver un sigle et puis vous trouvez un endroit pour vous parler. Mais quelle est la portée de ce PTGE? Qu'est-ce qu'il apporte de mieux qu'un sage? Donc en termes de gestionnaire d'une structure rivière et plus globalement de développement d'un territoire, on est un petit peu perturbé là-dedans. Déjà que les sages et les clés du sage sont un petit peu démunies parce qu'elles luttent un petit peu, des fois c'est un petit peu des Don Quichotte là-dessus parce qu'elles n'ont pas les champs de compétences dans les mains pour travailler sur certains sujets. Là, elles avaient quelque chose sur la ressource où elles auraient pu peser, notamment en termes d'organisation de la gouvernance, et puis non. C'est pas là que ça se passe. Donc c'est un tout petit peu compliqué localement d'aller expliquer que non, on a le sage, mais finalement on va avoir un PTGE, mais la clé sera représentée par des... Enfin bon, c'est très très compliqué de vendre un petit peu cette logique à territorialiser quand on a une coquille qui finalement n'est pas celle qui était attendue. Donc voilà, c'est fini, c'est très rapide, je vous l'avais dit. Voilà un petit peu les questionnements. Je reviens tout le temps sur ce « et » point d'interrogation. C'est pas facile. On dit toujours aux gens que déjà, s'ils arrivent à discuter entre eux et écouter les autres, non pas pour contrer leurs arguments, mais pour comprendre ce qu'ils veulent dire, c'est déjà énorme. Alors ça paraît bête, j'enforce des portes ouvertes, mais c'est déjà énorme. On le voit dans les débats, quand les gens discutent de ces retenues collinaires, de toute façon, les gens s'enferment dans des positions de principe et préparent des arguments à des réponses qui vont arriver très largement. Donc, ce n'est pas ça qui est évidemment souhaitable. Et nous, ce qu'on demande aux élus, c'est qu'est-ce qu'ils veulent demain. Dans la logique actuelle, on ne va pas tourner en rond, je vais prendre des exemples bêtes, ça va être premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, si un dossier respecte, un dossier loi sur l'eau respecte réglementairement ce qui existe, on va avoir des créations de retenues. Et puis c'est quand on en aura un certain nombre qu'on va dire, ouais mince, on atteint un seuil critique, il y a des dégâts, on va faire tout stop aux autres. Donc en fait, c'est les premiers qui ont fait à une échelle privée, individuelle, à l'échelle station, qui ont eu raison. Donc on demande aux élus, c'est ce qu'ils veulent. C'est possible. C'est aussi des choix politiques, cette logique-là de dire laissons faire et puis on verra ce qui se passe. Maintenant, on attire au moins leur attention là-dessus et on les invite à lire cette étude qui est plutôt lue, qui a été énormément diffusée. On a plus d'1 millier de retraits du document. Donc elle tourne, elle n'est pas parfaite, mais elle essaie d'éveiller en une trentaine de pages ces questionnements-là pour au moins essayer de nuancer les propos dans un sens, mais aussi dans l'autre. Voilà. Puis là, vous aurez au moins 500 de plus, là. Merci, Guillaume Pensenay. Alors, je ne sais pas si on a un micro à nouveau à faire passer dans la salle. Si, il y a un micro. Donc, si vous voulez intervenir, revenir sur un point, poser une question, avoir un complément d'information, voilà, c'est l'heure. C'est maintenant ou jamais. Profitez de cette demi-journée qui vous est proposée. On va faire tourner, hein, on ne donnera pas toujours aux mêmes. Hein, mais oui, allez-y. Oui, bonjour. Alors, moi, je représente l'association Parc National Zone Humide pour l'Allier, le Bourbonnais. Je pense que sur la région, c'est grand, effectivement, mais les territoires sont différents. Et la tête de bassin de l'Allier, effectivement, c'est le château d'eau. Le château d'eau, c'est effectivement pas le Puy-de-Dôme, c'est pas la Haute-Loire, parce qu'en fait, l'eau dégringole des montagnes, coule et vient stagner dans l'Allier. Alors ma question, elle est, est-ce qu'il y aura une différenciation faite par département à l'intérieur de la région ? Parce que ce n'est pas les mêmes fonctionnalités des écosystèmes et qu'actuellement, la biodiversité, quand elle disparaît, on peut la restaurer, mais quand elle a disparu complètement, c'est l'écosystème qui s'effondre et on ne le restaure pas. Est-ce que quelqu'un va pouvoir répondre à cette question ?
on est plus à une échelle très territoriale. Nous, je serais tendance, sans vouloir me défausser, à renvoyer les questions peut-être sur ce qui est lié au SDAGE, qui prévoit certaines choses, notamment par rapport aux retenues. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment collé sur les retenues. Le SDAGE prévoit certaines choses sur les protections de certains espaces, notamment les têtes de bassin très peu, mais les réservoirs biologiques sont cartographiés dans le SDAGE et il y a des choses de prévues pour limiter la création de retenues sur les réservoirs biologiques. Mais après, de manière globale, votre question, j'allais dire, elle est tellement politique que je serais bien en peine d'y répondre parce que politique on galvaude beaucoup ce mot, moi j'y tiens beaucoup dans le sens politique, le sens premier du terme. Mais au sens politique, à part dans le SDAGE, je ne sais pas si après quelqu'un ou du comité de bassin ou veut répondre ou d'autres associations, mais nous on fait en niveau territorial, c'est évidemment des choses qu'on croise. Enfin, quand les sages se montent, les cartos de ce matin en disant sensibilité des milieux et pour arriver justement à la vulnérabilité en croisant avec l'exposition, c'est des choses qui se font naturellement. Les cartes qui ont été montrées tout à l'heure, qui différencient les sous-bassins, leur vulnérabilité par rapport à la ressource, c'est des choses qui se font. À l'échelle territoriale, ça se fait. Mais à une échelle régionale, je ne sais pas comment ça peut être appréhendé. On va essayer de prendre une autre question, peut-être plus sur les domaines et les compétences des intervenants. Est-ce que quelqu'un avait une question à poser? Alors, monsieur d'abord, et puis une dame en violet au fond après. Oui, merci. C'est à la fois une question et une remarque. Enfin, ce que vous avez évoqué tout à l'heure de la difficulté d'articuler un SAGE et un PTGE avec cette nouvelle invention quelque part pose quand même question parce que le SAGE il prend tous les éléments de la gestion de l'eau, des aspects quantitatifs, hydromorphologie, les aspects qualitatifs, biodiversité, etc. Le PTGE il est présenté comme étant un outil quasi exclusivement quantitatif. Et il me semble quand même qu'il y a un lien fort, à la fois parce que une réduction de débit, c'est de la vie aquatique handicapée. Une réduction de débit, c'est aussi souvent une concentration en polluants qui augmente. Et donc voilà, comment est-ce que malgré tout, la dimension qualitative peut être prise en compte dans vos expériences ? PTGE, oui, ou gestion, voilà, au départ gestion quantitative. Du coup, je vais. C'est bon, ça marche. Je vais peut-être répondre pour un petit bout pour l'articulation PTGE-SAGE. C'est vrai qu'on a pu avoir aussi ce genre de remarques de la part des acteurs sur le territoire, en tout cas pour le PTGE Allier-Aval. En plus de ce qui peut se faire dans le SAGE, comme je l'ai dit, il y a quand même le côté décloisonnement à l'aménagement du territoire et le côté prise en compte socio-économique aussi des actions qu'on va mettre en place. Donc on a quand même un peu un complément, on va dire, par rapport au SAGE, même si ces dimensions-là peuvent être prises en compte aussi dans certains SAGE. Mais on a quand même le côté réglementaire avec le SAGE, même s'il y a des actions aussi qui peuvent être mises en place à travers le SAGE et le PTGE qui peut être vu plus comme un outil opérationnel en se disant on veut vraiment utiliser ça et se dire qu'on passe par cette démarche pour aller vers cet objectif de gestion quantitative. Après, pour le côté gestion qualitative, il est quand même mentionné dans l'instruction du gouvernement. On doit quand même le prendre en compte, mais c'est vrai que c'est un outil de gestion quantitative et c'est son but, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, je le vois comme un outil aussi la gestion qualitative a été beaucoup prise en compte et parfois peut-être au détriment aussi de la gestion quantitative. Dans les objectifs DCE, on parle beaucoup plus de gestion qualitative que de gestion quantitative. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue, mais voilà. Un autre élément de réponse peut-être sur l'articulation, pour l'avoir beaucoup discuté avec notre groupe de travail institutionnel avec qui on travaille régulièrement. Moi, ce que j'ai compris quand même aussi, c'est que le PTGE était un outil plus rapide à mettre en œuvre que le SAGE en fait aussi. Un des avantages de ce PTGE.
Voilà, donc la complémentarité, elle vient de là aussi. Il est plus facile de faire un PTGE où ils estiment que c'est à peu près 2 ans qu'un renouvellement de SAGE qui est plutôt sur 5, 6, voire 10 ans pour une première rédaction. Alors, je crois qu'on avait une question aussi avec une dame au fond de la salle. Bonjour, Céline Meunier du CPIE des Pays Creusois, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Je suis notamment chargée de mission en tant que technicienne d'un syndicat de rivière. Donc j'ai 2 questions. Donc le PTB Vienne participe au LIFE, j'ai vu, mais par rapport à quel SAGE? SAGE Creuse ou SAGE Vienne ou les deux? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que les outils créés dans le LIFE peuvent aider les techniciens de rivière, notamment au renouvellement de contrats territoriaux milieu aquatique? 2 questions très concrètes. Oui, alors c'est le SAGE Vienne, mais on est en train de discuter avec Stéphane Loriot, pour ceux qui le connaissent, pour voir si le SAGE Creuse sera aussi impliqué dans d'autres actions, mais pas l'action C1 des outils. Et en tout cas, les outils, c'est sur le SAGE Vienne. Sinon, pour les 2 outils, ils seront utilisables par toute personne. Ce sera public, gratuit, accessible, voilà, sous simple inscription à Gesto. Mais est-ce que les résultats des outils vont permettre, n'ont aucune valeur réglementaire légale? Parce que la question nous a été posée. Est-ce que les résultats de ces outils peuvent nous servir à faire des documents réglementaires, que ce soit pour le SAGE, pour le renouvellement, que ce soit pour les différents contrats? Donc la réponse est oui, bien sûr, ça peut vous aider, mais ce ne sera pas directement à la sortie des outils valeur de documents servant à faire le contrat. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas la tête. Ou reformuler, pardon. En fait, ma question, est-ce que nous, on est en fin de contrat et on doit renouveler notre contrat territorial et donc proposer des actions sur les bassins versants de nos cours d'eau. Et je m'interroge, pour être au plus près de la réalité, est-ce que ça m'apportera des données par rapport notamment au choix des cours d'eau et au choix des thématiques à aborder? Alors, du coup, l'outil numéro 2, oui, de développement de trajectoire d'adaptation. Le principe de cet outil, si vous connaissez les outils TAC, c'est vraiment une co-création avec des ateliers, avec l'ensemble des acteurs, pour d'abord identifier, sur la base quand même d'études diagnostiques d'enjeux de territoire, que ce soit l'outil diagnostic qu'on développe ou toute autre étude que vous auriez fait déjà sur votre territoire. L'idée n'est pas de recommencer, idéalement de moins de 10 ans quand même si possible, et à partir de ces résultats de vulnérabilité, l'outil numéro 2 adaptation qui sera web sur Gesto avec un pas à pas vous permettra d'avoir des arbres à enjeux, à problème, on a appelé ça, le terme n'est pas définitif, mais vous avez compris, en cours de développement, avec des arbres à solutions qui peuvent aller jusqu'à l'élaboration du plan d'adaptation. Donc oui, ça peut vous donner les éléments. Merci. Mais ça n'aura pas de valeur réglementaire, c'est ça que je voulais dire. Non, mais... Une autre question sur la gauche. Oui, nous sommes donc en train de commencer à élaborer un PTGE sur Alliaval tel qu'il a été décrit. Moi, je voudrais savoir si on a des retours sur d'autres PTGE, je pense notamment au bassin RMC. Et est-ce que ces retours peuvent nous permettre de détecter des pièges ou des difficultés dans lesquelles il ne faudrait pas tomber dans notre PTG que nous commençons, et notamment vis-à-vis de la prise en compte des milieux naturels et des nécessités hydrologiques du fonctionnement des milieux naturels? Voilà. Donc est-ce qu'on a quelques retours pour détecter les pièges? Alors, je n'en ai pas. Mais je sens que c'est une problématique vraiment qui monte et importante parce que l'ensemble des acteurs du projet a manifesté depuis le début de l'année un besoin de réunions thématiques qu'on a lancées entre avril et mai sur ces notions d'études, volume prélevable, HMUC, PTGE, PGRE, selon, etc. Ou pas nominés, comme nous a présenté les pages Loire-Lignon, mais qui ont le même objectif. Et en fait, eux-mêmes, moi je me suis rendu compte, j'avoue n'étant pas moi-même à faire ces études au quotidien, j'ai été surprise de voir ce besoin d'accompagnement sur comment fait-on ces études, alors que je pensais que c'était les personnes les plus sachantes en fait. Donc moi les retours que j'en ai, c'est pas vraiment des pièges pour
je peux pas vous donner ça. Par contre, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent en ce moment et de guides et de webinaires sur des pas à pas sur comment faire ces guides, notamment sur les volets climat qui apparemment étaient les plus compliqués parce que c'est pas le tout de dire à partir de maintenant vos études volumes prélevables doivent inclure un volet prospectif, parce que pour l'instant beaucoup de territoires disaient mais attendez, déjà on fait le bilan d'aujourd'hui, ressources, prélèvements, on verra la prospective climatique plus tard. Maintenant, ça leur est un petit peu imposé et il n'y a pas de pas à pas pour ça. Donc, il y a beaucoup d'études en ce moment, notamment, par exemple, l'Université de Rennes qui ont fait un guide récemment. En RMC, il y a un guide qui est sorti aussi récemment. Donc, on pourrait échanger après coup sur l'ensemble de documents qu'on a déjà, nous. Mais moi, je n'ai pas entendu à l'échelle des partenaires du projet de retour sur les écueils à éviter. Voilà. Non plus. De l'autre côté là-bas, non plus. Des besoins. Moi, à titre personnel, j'ai contacté du coup l'institution Adour et le PTB Charente pour avoir des retours sur les PTGE qui portaient à leur niveau. Mais c'était plutôt des échanges autour de la concertation, de comment mener le PTGE, sachant qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes problématiques aussi dans leur PTGE que ce qu'on peut avoir dans le PTGE Allier-Aval. Donc c'était des retours d'expérience, mais qui étaient bien pour la concertation, mais pas forcément pour l'aspect milieu, prise en compte des milieux, etc. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui peut apporter d'ailleurs un complément de réponse? Non, pas forcément. Parce que les réponses, elles ne sont pas forcément auprès de nos 4 intervenants là. Ça peut se faire aussi dans la salle. Non? Guillaume, vous êtes appelé au premier rang. Oui. Bonjour. Bonjour. J'interviens sur l'atelier d'après et je propose d'apporter quelques éléments de réponse, notamment sur ces questions-là PTGE, sachant que je vais en reparler et l'évoquer rapidement et il y aura peut-être d'autres questions après. D'accord, c'est un bon teaser. Est-ce qu'on prend une autre question ou alors on fait une petite pause et après on passe au deuxième atelier? Monsieur? Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est simplement une remarque. Il y a eu peu de questions, ou peut-être suffisamment pour le temps qui passe. Et je remarque qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce que, finalement, il y a trop de monde pour s'occuper de l'eau. Il y a trop de monde pour s'occuper d'un manque d'eau, alors qu'on ne s'occupe pas non plus des excédents. On n'en a pas parlé une seule fois. Il a fallu attendre le 3e intervenant pour voir des solutions, et des solutions simples. Celles d'avant, c'était des diagnostics qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors que l'urgence pour les utilisateurs, qui soient les villes, avec l'eau potable, l'industrie, l'agriculture et le tourisme, il faut qu'elle soit rapide. Et là, je suis assez déçu sur le sujet. Voilà, donc c'est simplement une remarque. Donc je pense qu'il y a trop de monde pour s'occuper de l'eau et on est en train de se perdre. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous-même travaillez dans le secteur? Je représente les irrigants de l'Allier, et notamment Irrigants de France. Si je peux me permettre, du coup, quelles auraient été idéalement les réponses que vous auriez attendues dans l'atelier? Alors les réponses, c'est vrai qu'elles peuvent être nombreuses parce que les territoires sont tellement différents, on l'a vu dans vos présentations. Il y avait un grand territoire avec le sage allier, il y avait des plus petits territoires. On remarque que sur les plus petits territoires ont tendance à se défendre un peu plus vite, ce qui paraît peut-être aussi logique. Et comme par exemple sur le stockage de l'eau, on a attendu le 3e intervenant pour en parler. Et le manque d'eau, il va venir par là. Alors, le manque d'eau, il est dû au manque de pluie. J'aurais envie de vous poser la question, que pensez-vous de 2021? Que pensez-vous de 2014? Que pensez-vous de 2018? 3 années où on était en excédent. Et donc, du coup, j'étais content d'écouter monsieur à la fin parce que ça m'a redonné un petit peu d'espoir. Ah, bon, restez encore pour le 2e atelier. Vous auriez Alors, je parle pour tous les utilisateurs d'eau, pas forcément l'agricole, ce qui est mon secteur, mais aussi un grand besoin des villes et un grand besoin de l'industrie et du tourisme. On marque une petite pause de quelques minutes et on se retrouve d'ici 10-15 minutes maxi pour le 2e atelier, si vous voulez bien. Voilà, à tout de suite.